Bonjour à tous, nous allons commencer avec la séance sur les diagnostics cosmologiques. Comme vous le voyez dans cette première image, on va traiter de beaucoup de traceurs des paramètres cosmologiques et on voit déjà que le traceur Planck est parti de tous les autres. On va essayer d'expliquer pourquoi. Donc déjà, quelles sont les grandes questions cosmologiques auxquelles on veut répondre grâce aux amas qui vont être des traceurs de la matière. Alors, on veut évidemment répondre, savoir pourquoi nous avons 70% d'énergie noire et puis parmi la matière de 30%, nous avons 26% de matière noire et 4 ou 5% de matière baryonique. Donc la matière, les amas de galaxies qui sont les structures les plus grandes qui sont liées gravitationnellement vont nous servir pour tracer toute cette matière noire que l'on ne voit pas. Donc on va s'intéresser d'abord au biais, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une différence entre matière noire et matière visible. On va s'intéresser à l'énergie noire et à savoir quelle est son équation d'état, c'est-à-dire la pression en fonction de la densité d'énergie, qui est un facteur W. On ne sait pas du tout si W est constant, s'il varie en fonction du temps, si c'est dynamique ou c'est une constante cosmologique. Donc nous aurons des traceurs comme les oscillations baryoniques acoustiques dont on a déjà parlé, les lentilles gravitationnelles ou le cisaillement cosmique, weak lensing, ou alors les distorsions espace redshift. Et puis, évidemment, derrière tout cela, on aimerait savoir si on peut tester toutes les gravités modifiées qui essaient d'expliquer tout le secteur noir, matière noire et énergie noire, grâce à une modification de la relativité générale. Donc, pour cela, les amas vont nous servir, car le taux de croissance des amas ne va pas être la même dans la relativité générale ou bien la gravité modifiée. Il y a notamment cet exposant gamma, qui est le taux de croissance, qui vaut 0,5 pour la relativité générale. Qu'est-ce que cette valeur va pouvoir nous indiquer? Et puis, évidemment, comment s'assemblent les baryons dans les structures, tout l'environnement des galaxies. On va parler surtout de ce paramètre sigma 8. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amplitude en masse du spectre de puissance. Donc, plus il y aura d'amas de galaxies, par exemple, plus seront contrastés, plus cette valeur sigma 8 sera élevée. Donc, c'est ça qu'on veut mesurer, le taux de sigma 8, et aussi celui des non-linéarités ou non-gaussianités qui sont intéressantes, on va le voir. Alors déjà, je fais une analogie là, avec des bouées. En fait, les amas de galaxies, qu'est-ce que c'est? C'est à la surface de l'essentiel de la matière qui est dessous, qu'on ne voit pas. Donc, en quelque sorte, ce sont des bouées pour savoir où sont les puits de potentiel gravitationnel de la matière noire, l'essentiel de la masse. Donc, il y a plusieurs définitions du biais. Et déjà, je voudrais prendre des précautions ici pour essayer de définir ce qu'on appelle biais. On appelle biais déjà lorsqu'on a un contraste de densité. Alors, on appelle souvent delta, pour simplifier, le contraste de densité delta rho sur rho, c'est-à-dire la fluctuation relative de densité. Et évidemment, le contraste de densité en galaxie ne sera pas le même que celui dans la masse totale, qui est essentiellement en matière noire. Donc le biais, ce sera le rapport entre justement le contraste de galaxie et le contraste de la masse totale, qui vaut supérieur à 1 en général. Alors ici, on a déjà parlé de ces fluctuations qui partent de zéro, de densité en fonction de l'espace ici. Et lorsque les fluctuations de densité sont supérieures à la densité critique, on a en quelque sorte, pour cette région concernée, un petit big crunch, on a la densité suffisante pour s'auto-effondrer, s'effondrer sur soi-même. Et donc, on a des halos qui font des amas de galaxies ou des grosses galaxies. On voit d'ailleurs que lorsqu'on a des petites galaxies qui sont incluses dans une grande perturbation, on les verra beaucoup mieux. Donc on a un biais déjà, et puis le biais, c'est ça, on voit les galaxies lorsqu'elles dépassent, le contraste est très très fort, alors que le contraste en matière noire est beaucoup moins. Donc on peut avoir, si on a des pics à 3 sigma jusqu'à un B égale 6, dans cette définition de biais. Maintenant, il y a plusieurs biais. Il y a un biais qu'on appelle biais en masse, et ça c'est quelque chose d'autre, c'est relié au fait que lorsqu'on mesure des amas de galaxies, on l'a vu dans les exposés précédents, c'était soit on a des surveys de rayons X qui définissent des amas, on en avait des milliers comme cela, ou bien en millimétrique, en regardant l'effet SZ Sunyaev-Zeldovich, c'est-à-dire l'effet inverse Compton d'un un photon très très faible énergie du fond cosmologique qui est énergisé par un électron du gaz chaud qui émet un rayon X. À ce moment-là, on a un petit trou dans le fond cosmologique et on permet de détecter
l'amas. Et cet effet Z, l'intensité est proportionnelle à la densité d'électrons et la température, donc la pression, l'intégration sur la ligne de visée de la pression. Donc toutes ces deux méthodes en fait dépendent de l'équilibre hydrostatique pour en déduire la masse. On suppose que le gaz chaud, qui est à l'origine des deux émissions ici, est en équilibre thermique, hydrostatique. Et finalement, on voit par les simulations numériques et aussi par les lentilles gravitationnelles qui mesurent, elles, toute la masse, que cette masse est inférieure. Donc ça fait un biais. Donc on ne mesure pas toute la masse et ce biais, en général, est de l'ordre de 20%, c'est-à-dire qu'on mesure 80% de la masse et non pas le total. Donc ici, lorsque biais égale 0, c'est qu'il n'y a aucune différence entre la masse qu'on mesure avec le rayonnement et puis la masse totale qu'on ne mesure pas mais qui est la masse noire. Alors justement, pour ce biais en masse, comment on l'a déterminé, c'est essentiellement des lentilles gravitationnelles. Un des derniers surveys canadiens, c'est le Canadian Cluster Survey, le CCP, a mesuré 50 amas. Et ici est ploté en vertical justement la masse de l'amas déterminée par l'effet Z, donc par Planck, sur la masse déterminée par les lentilles gravitationnelles, Wick Lansing ou bien cisaillement cosmique. Et c'est ce rapport qui est 1 - B. Si B égale 0, on a 1, évidemment. Et puis on s'aperçoit qu'en moyenne, ça va être en grisé 0,76 ou 0,8, d'où les 20% que l'on manque lorsqu'on suppose qu'on a vu toute la masse, grâce à l'équilibre hydrostatique du gaz chaud. Autrefois, il y avait aussi un peu plus tôt des amas, 51 amas avec un autre survey qui trouve un tout petit peu moins, mais apparemment tous les autres surveys un petit peu plus tard ont trouvé de l'ordre de 0,7, 0,8, donc c'est plutôt cette valeur qui est prise, surtout qu'elle correspond aussi aux simulations numériques. Donc on a un biais en masse lorsqu'on mesure la masse des amas avec le rayonnement X ou bien avec l'effet Z. Alors on pourrait savoir aussi en mesurant optiquement les amas, c'est-à-dire avec les étoiles. Alors ça donne une petite idée, mais ça ne donne pas tout, parce que comme on sait, les galaxies représentent très peu de masse dans les amas. Alors là, on a en fonction de la vitesse circulaire de la structure, donc ça peut être des galaxies, des groupes et des amas. Ici, des galaxies, on voit que c'est une échelle logarithmique, on a 10%, 1%, 0,1% de la quantité baryonique universelle de l'univers. Cette quantité baryonique, c'est 17%, c'est le 5% sur 30%, puisqu'on a en total 30% de la masse, ça nous donne 17%. Donc on s'attendrait à trouver, si on avait tous les baryons en étoile, cette quantité-là. On voit qu'on en est loin, il y a un facteur 10. Et lorsqu'on arrive à la masse des amas, ici, on a stacké un peu, empilé tous les amas, et on voit que ça redescend. Donc ça, c'est en logarithme. En linéaire, c'est encore plus frappant. On a cette vitesse, ou bien le potentiel, ou bien la masse, toujours, des petites galaxies naines, des galaxies un peu plus massives. La galaxie de la Voie lactée sera à peu près ici. Ici, on l'a tracé en fonction de M500. Que veut dire M500? C'est la masse incluse dans le rayon où la densité de la galaxie, en moyenne, est 500 fois la densité critique. D'où ça nous permet d'avoir une mesure fiable, parce qu'on a beaucoup de luminosité. On peut aussi aller jusqu'à 200, R200, mais c'est plus loin, et en général, on a plutôt le viriel à R200, mais c'est plus difficile de mesurer. Donc on voit que lorsqu'on arrive à des masses, donc ici on a l'équivalent en masse des puissances 13, 14, 15, donc les amas, on commence à trouver à peu près toute la masse. Pourquoi? Parce que toute la masse est dans la forme de gaz chaud qui émet à 100 millions de degrés et qui est parfois 10 fois plus massif que la masse des étoiles. Alors d'autres, González et al. Un petit peu plus récemment, ont mesuré pour cet intervalle de masse très massif, des amas assez riches, la quantité d'étoiles qui descend, bien sûr, la quantité de gaz chaud qui croît, et on arrive presque, avec les barres d'erreur ici, pour les normes, les amas très massifs, on arrive presque à 1, c'est-à-dire à retrouver tous les baryons, heureusement, parce que ce serait difficile de sortir tous les baryons dans des structures qui ne seront pas liées. Donc en fait, les amas sont les plus grosses structures liées de l'univers, donc on doit retrouver toute la proportion d'amas. Donc ici, on voit qu'on manque quand même, pour les amas ordinaires, de 10%, c'est un petit peu le biais auquel on s'attend. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de biais. Maintenant, on espère quand même pouvoir mesurer les fluctuations, les structures, lorsqu'elles sont encore assez linéaires. Parce que dès qu'il y a des baryons, dès qu'il y a la dissipation, on perd un petit peu
les conditions initiales, on perd les fluctuations, et on a des phénomènes qui ne sont pas gravitationnels, comme par exemple la formation d'étoiles, les trous noirs qui font du feedback, on en a parlé beaucoup de l'énergie des trous noirs, qui sont des AGN. Et donc on aimerait plutôt avoir des grandes structures, en dehors un petit peu des baryons, et on s'attend à ce que peut-être on a des fluctuations encore faibles qui sont peut-être linéaires, donc on arriverait à s'y retrouver plus facilement. Et en fait, c'est là qu'on a quand même des problèmes. Par exemple, lorsqu'on regarde sur une ligne de visée, qu'on mesure 2 redshifts, on s'imagine par exemple que toutes les galaxies en bleu qu'on mesure ici sont entre ces 2 redshifts. Et en fait, ce n'est pas vrai parce qu'il y a toujours des petites vitesses particulières qui sont différentes, des vrais effets Doppler qui sont différents du redshift de l'univers qui est la dilatation de l'espace. Ici, c'est des vraies vitesses et on les confond dans le rougissement de l'arrêt. Donc, par exemple, ici, s'il y a une vitesse qui est due à une fluctuation mais très faible de densité, à ce moment-là, toutes les vitesses qu'on va mesurer, elles sont en retrait puisqu'on les aura mis un petit peu plus près à cause de ce redshift. Donc, vous voyez que tout ça, c'est assez complexe et on a aussi l'évolution intrinsèque d'un redshift à l'autre. Les galaxies ont évolué. On sait que les galaxies étaient plus brillantes autrefois, moins brillantes aujourd'hui. Donc, tous ces effets vont pouvoir nous biaiser. Donc, il va falloir remonter à ces effets-là, puisque ce qu'on cherche, en fait, c'est le potentiel gravitationnel pour tester la gravité, par exemple. On sait que la métrique, lorsqu'on écrit cette métrique DS2 avec le terme temporel, il est fonction de l'expansion de l'univers. A de t, c'est le rayon caractéristique. Eta est une variable qui dépend du temps. Donc, A au carré, c'est l'expansion de l'univers. Et puis, on a 2 termes ici, terme d'espace, terme de temps, et 2 potentiels psi et phi qui, normalement, en relativité générale, sont exactement identiques. Phi égale psi en GR. Et en fait, lorsqu'on a une modification par rapport à cette relativité générale, on s'attend à trouver une différence. Cette différence s'appelle en anglais gravitational slip. Slip, ça veut dire un glissement, donc on pourrait le traduire en français glissement gravitationnel. Et ce qu'on espère mesurer, c'est ce glissement, justement. Alors, ce terme temporel, en fait, il est relié à la courbure. Donc, il affecte plutôt la trajectoire des particules relativistes, donc des photons. Quand on se sert de ces outils cisaillement gravitationnels, donc les lentilles gravitationnelles, ce sont les photons, on aura affaire à phi plus psi, la somme des deux. Et lorsqu'on aura des particules non relativistes, ce sera le bon vieux potentiel newtonien dont on va avoir affaire ici, par exemple, pour les méthodes sur les distorsions redshift espace qui sont dues à des amas et à des mouvements de particules non relativistes. Alors, donc, ces 2 méthodes, on va les développer. Alors, surtout, les lentilles, ce sera pour l'exposer la semaine prochaine. On aura ce genre de formule ici, où on va s'intéresser donc à des grandes structures et des fluctuations assez faibles, de manière à ne pas mélanger tous les modes. Et on s'intéressera aussi aux lentilles dues à les fluctuations primordiales qui sont déformées par ces lentilles grâce aux structures qui sont entre cette distance et nous. Par exemple, ici, le télescope Euclide, puisque Euclide, qui va être lancé en 2021, va être justement un de ces satellites qui va mesurer ce genre de traceurs. Alors, il faut savoir que le fait de dévier les rayons lumineux introduit des perturbations qu'il va falloir corriger, alors notamment des non-gaussianités, alors qu'on sait que les anisotropies du fond cosmologique sont parfaitement gaussiennes, les fluctuations gaussiennes. Il y en aura des non-gaussianités, et puis des modes B. Ces modes B sont très prisés, comme vous le savez, puisque ce sont des modes de polarisation, et lorsqu'on a des modes B, ce sont les traceurs d'ondes gravitationnelles primordiales qui sont une signature de l'inflation. Donc on les a cherchés pendant longtemps avec Planck, on ne les a pas encore trouvés, et ça va être le but des missions futures qui vont prolonger Planck au sol ou dans l'espace et qui vont essayer de mesurer ces modes B. Donc, ces modes B sont aussi créés artificiellement par ce lensing, il faut le savoir. Donc il va falloir faire des corrections et modéliser ça proprement. Par exemple, ici, une lentille, donc qu'est-ce que va être le principal effet lorsqu'on voit une galaxie? Ça va être de l'étirer, c'est pour ça qu'on parle de cisaillement cosmique. Ici, on a fait une petite simulation, Bridal et al. On fait des simulations d'une galaxie ordinaire qui va être étirée par lentille, et puis il va falloir ajouter tous les effets techniquement incontournables, comme la convolution du télescope qui lisse un peu l'image, la pixelisation, le bruit, etc. Donc tout ça, ça va être des inconvénients qui vont nous perturber. Alors pour la deuxième méthode, la distorsion dans l'espace redshift, on en a déjà un peu parlé.
Si on a un espace direct XY, on a à peine de fluctuations, donc on ne voit aucune structure, mais par contre, il y a des petites vitesses, simplement parce qu'il y a quand même des petites fluctuations de densité qui attirent certaines galaxies. Donc on a des vitesses dans tous les sens. Par exemple, ici, un collapse, une fold de matière. Alors on voit que par effet Doppler, si la ligne de visée est verticale, l'observateur en bas, l'effet Doppler sur l'horizon ne va pas être vu, on ne va voir que cet effet-là. Et cet effet-là, on va penser que cette galaxie qui est plus décalée vers le rouge va être placée plus lointaine ici et celle-là plus près. Donc on va finalement aplatir les structures et créer une structure qui n'existe pas. Donc là, c'est des distorsions apparentes. S'il y a une vraie structure dans l'espace direct, ça va être la même chose, c'est complètement dégénéré et donc c'est là la difficulté. Il va falloir essayer de trouver des monopoles, des quadrupoles, etc. pour s'en sortir. Donc dans la ligne de visée, pas du tout dans l'autre sens. Est-ce que ces perturbations sont linéaires? Justement, c'est ça l'espoir, de trouver des linéaires. Donc on va pouvoir faire un développement en perturbation, séparer tous les modes. Et en fait, pas vraiment. Quand on regarde bien une structure qui commence à s'effondrer, s'il y a une toute petite perturbation de vitesse, mais vraiment assez petite, 10-3c, ça veut dire 300 km par seconde, ça va nous faire tout de suite quelques mégaparsecs de déplacement. Donc cette structure-là, un amas fait 1 mégaparsec par exemple, va se retrouver à un autre endroit. Il ne va pas se retrouver au même endroit. Donc la perturbation, la masse qui est à cet endroit-là, va être complètement différente. Ce n'est pas du tout linéaire et donc il va falloir prendre en compte toutes ces perturbations. Alors ces fluctuations gaussiennes, on en a parlé, à quelle vitesse les fluctuations ne deviennent plus gaussiennes. Sandrine Codis nous l'avait montré par des simulations numériques, elle nous a montré ce schéma. Vous voyez qu'au départ, les fluctuations de densité autour d'une certaine valeur sont toutes de forme d'une gaussienne, justement. Et puis, mettons à 2 milliards d'années, et puis très vite, dans les simulations, on voit très bien que les vides deviennent de plus en plus vite et les filaments deviennent de plus en plus denses. Donc très vite, on va avoir beaucoup plus de régions qui seront plus vides que cette densité moyenne. Donc on va avoir un maximum de ce côté. Et puis une aile de Ré qui va être les filaments qui sont de plus en plus denses, donc qui montent en densité, mais qui représentent assez peu de volume. Donc vous voyez, la tendance, lorsqu'on a une simulation numérique, on voit très bien ça, la non-gaussianité se développe très vite, jusqu'à 13,8 milliards d'années. Donc cette simulation le montre bien. Ici, on a au tout début, z égale 20 par exemple, des petites fluctuations qui sont encore linéaires. Et puis à z égale 0, on a un grand vide et quelque chose qui est complètement non linéaire. Et donc toutes les modes vont être couplés. Donc à petite échelle, on va avoir un lissage de vitesse qui va affecter les grandes échelles et ainsi de suite. On peut s'attendre peut-être que si on s'arrête à z égale 10, donc déjà voir la croissance des amas très tôt, on ne va pas avoir autant de non-linéarité. Mais par contre, c'est ce que Shaw et Lovis ont essayé de faire, de développer ces perturbations. Ils sont aperçus que même à z égale 10, alors évidemment ça dépend de l'orientation sur la ligne de visée, de ce facteur cosinus θ. Si vous avez une structure très allongée, il y en aura beaucoup plus que allongée perpendiculairement à la ligne de visée, puisque les vitesses de perturbation ne sont pas vues dans l'autre sens, elles ne sont vues que sur la ligne de visée. Mais on voit que ici en bleu, c'est la contribution de toutes les non-linéarités, et en rouge, même les termes supérieurs à 3, on voit bien que ça domine à petite échelle, c'est-à-dire K c'est l'inverse d'une échelle, donc au grand K c'est les petites échelles, et on est complètement dominé par les effets non linéaires, même à z égale 10. Donc c'est là la grosse difficulté. Alors maintenant qu'on a bien préparé et pris les précautions pour toutes les difficultés, on va voir un petit peu quels sont les résultats des mesures et des simulations avec plusieurs traceurs. Alors déjà, ici on voit, c'est un petit peu comme celle qu'on a montrée dans la première photo, un diagramme où vous avez la densité matière, oméga m, on sait qu'elle est voisine de 0,3, et puis le fameux sigma 8 qui est l'amplitude de masse, c'est-à-dire la transformée de Fourier de P de K, si vous voulez, le spectre de puissance P de K, mais dans l'espace des masses et non pas des échelles. Donc l'amplitude de masse de sigma 8. Alors pourquoi sigma 8? Parce qu'on s'est aperçu que justement la variance était relativement facile à mesurer à 8 mégaparsecs, 8 sur h en fait, h-1, mais 8 mégaparsecs, et le 8 veut dire qu'on la mesure pour une certaine taille, donc de 8 mégaparsecs, c'est plus grand qu'un amas.
Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Plusieurs traceurs dont on va décrire un petit peu plus loin les divers effets. À chaque fois que vous aurez un petit diagramme comme ça, ce sont des figures de mérite, comme on dit, des figures de couleur, où vous avez, pour chaque traceur, vous avez deux contours. Un contour avec une couleur plus prononcée, il s'agit de niveau de confiance, c'est un calcul probabiliste, et on tient en compte les barres d'erreur, si vous voulez, ou la probabilité d'avoir cette valeur-là, et c'est 68% pour les premiers contours, et le deuxième, 95%. Donc vous voyez que si les deux contours à 95% s'excluent mutuellement, il est difficile de raccorder, de rendre compatibles ces deux mesures. Là, il y a vraiment un gros problème. On n'arrive pas à rendre d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ce point-là? C'est le point de Planck. Le point de Planck se base uniquement sur ces valeurs qui l'ont obtenues à partir des anisotropies du fond cosmologique, avec un certain nombre de paramètres. Je n'ai pas tout mis la vingtaine de paramètres déterminés, je donne seulement les principaux dont on va parler aujourd'hui, qui sont alors la constante de Hubble, qui donne aussi l'âge de l'univers de 13,8 milliards d'années. On va montrer qu'elle est un petit peu particulièrement basse et ça pose un problème. Vous avez oméga k qui est la courbure de l'univers. Cette courbure, elle est nulle pratiquement, c'est pour ça qu'on dit que l'univers est plat et en général on l'ignore, mais on verra si on la fait varier ce qui arrive. Le W, c'est l'équation d'état de l'énergie noire dont on a déjà parlé, c'est le rapport entre pression et densité de l'énergie noire. La valeur de base qui optimise les résultats de Planck, c'est W égale moins 1, en tout cas pour aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une constante cosmologique, mais pour moins 1, c'est tout à fait compatible avec une constante. Le nombre de particules, le nombre effectif de particules relativistes à la recombinaison, c'est-à-dire à l'époque de Planck, c'est 3. Ça veut dire que ce sont les neutrinos standards, qui sont une faible masse. Alors justement, la somme de tous les masses de ces neutrinos, vous savez qu'ils sont 3, les neutrinos électroniques tau et nu. Et la somme fait 0,2, au maximum 0,2 électronvolts, c'est extrêmement petit. Et le nombre effectif de ces, comme ils sont relativistes, on peut les compter, ils ont un effet sur cette période, sera 3 à peu près. Bon, pour un effet technique, ce n'est pas exactement 3, mais ça veut dire 3. Ça ne contraint pas du tout les neutrinos stériles, dont on a déjà parlé comme candidats de matière noire. Ceux-là, ils ne sont pas relativistes à cette époque-là, ils ne rentrent pas dans ce comptage. Donc si on a cette base-là, à ce moment-là, on a cette position dans ce diagramme. Que faut-il changer de ces constantes pour arriver à rendre compatible avec les autres traceurs? Alors on pourrait penser justement à changer la masse des neutrinos standards. On ne sait pas vraiment, on n'a encore jamais mesuré. Alors pourquoi? Parce que justement, on remarque ici, ce qui est trop fort, c'est le sigma 8, c'est-à-dire qu'il y a trop d'amas. Il y a bien trop d'amas de galaxies prévus par Planck par rapport à ce qui est mesuré par le BAO, etc. Alors, on a une façon de supprimer les structures, c'est justement d'avoir des particules qui sont relativistes, donc qui exercent une pression thermique, comme les photons, et qui amortissent la formation des petites structures, c'est-à-dire à K grand, c'est-à-dire les petites échelles. Donc, vous voyez ici que le spectre de puissance pour la matière noire froide, si tout était froid, s'il n'y a pas vraiment de neutrinos, ce serait la courbe en noir. Donc, on a un certain nombre de structures à petite échelle, assez grandes, d'ailleurs trop grands, on le sait. Et puis, si on a des neutrinos stériles, par exemple, qui sont moins rapides que les neutrinos classiques, on peut avoir une suppression de structure à cette échelle-là. Et si on a des neutrinos très chauds, justement les neutrinos relativistes, ceux qui sont standards et qu'on sait qu'ils existent, on ne connaît pas leur masse, mais on sait qu'il faut le prendre en compte. Même si on est dans un modèle CDM, on a quand même une petite partie de matière noire qui est due à cette matière noire chaude. Il suffirait d'augmenter un petit peu sa part, sa fraction, pour qu'on supprime un peu de ces structures. D'où l'idée que peut-être le sigma 8 pourrait être réduit si on augmentait la masse des neutrinos. Alors, est-ce que c'est possible? Voici encore de ces diagrammes de probabilité. Lorsqu'on fait varier sigma de m nu, qui au départ, je vous le rappelle, était 0,2 f, donc on le fait varier jusqu'à 3 électronvolts, etc., c'est encore possible. Mais on voit que ça ne rend pas les deux traceurs. Ici, on a le traceur en orange, là, s'il s'agit du comptage du nombre d'amas, number count ici, des amas avec le traceur de SZ, Chenevert-Zeldovich. Cette CL en vert, c'est le spectre de puissance, ce n'est pas tout à fait le nombre des amas, mais le spectre de puissance de ces amas.
Et puis, ici, on combine le tout avec les BAO, etc. On voit qu'on n'arrive pas à rendre compatible le Planck avec... alors, est-ce qu'on peut faire varier W, justement, ce W dont on ne connaît rien? Est-ce qu'on peut le faire varier? Alors, autour de -1, ça peut prendre plusieurs valeurs. Optiquement, l'optimisation a donné ces valeurs-là qui ne font qu'aggraver le problème, puisqu'on a un sigma 8 qui est de plus en plus grand et qui n'est surtout pas compatible avec les autres traceurs des amas SZ. Donc, ça ne résout pas du tout le problème. Une solution qui pourrait résoudre, c'est d'augmenter le biais. Alors, voici le problème, hein, c'est le nombre d'amas en fonction du redshift. Est-ce qu'en le faisant varier aussi en fonction de la masse et du redshift, ce biais? Alors, le biais, c'est, je vous rappelle, B égale 0 si la masse hydrostatique, c'est exactement la masse totale. On pense par les lentilles gravitationnelles que 1 - B égale 0,8. Et on voit en bleu, c'est ce que l'on mesure avec l'effet Z, donc le nombre d'amas mesuré, et puis celui que donne Planck, même corrigé du biais de 20%. Donc on voit qu'on a beaucoup plus d'amas prévus par le traceur Planck qu'avec l'effet Z. Ça, c'est complètement impossible de le réconcilier, puisqu'on sait qu'on ne peut pas avoir 40% de biais, c'est exclu par les lentilles gravitationnelles. Donc là, il y a un vrai problème, il faut certainement trouver autre chose. Alors voici le récapitulatif du problème en question, hein. On a oméga sigma 8, on peut faire varier l'énergie noire, le W de l'énergie noire, on peut faire varier les neutrinos, la masse des neutrinos, on aura toujours le traceur des amas, donc l'existence des amas, qui ne sont pas aussi nombreux que Planck le voudrait, qui est bien en dessous de la boîte noire qui est celle de Planck. Une autre façon de montrer ça, c'est le biais en fonction de ce qui était mesuré. Alors c'est un consensus, puisque là vous voyez une quinzaine de travaux, des auteurs différents qui ont tous mesuré ça, et il y a un consensus. Les simulations, les lentilles gravitationnelles trouvent toujours un biais qui est au moins 0,8 ou plus, et là il faudrait un biais bien plus faible, donc une masse déduite des travaux SZ bien plus faible, ça ne marche pas. Alors, il y a un phénomène auquel on a pensé, qui aurait peut-être pu faire quelque chose, c'est Planck, au cours de sa durée de vie, a beaucoup changé le paramètre de l'opacité photon-électron. On en a parlé la semaine dernière avec Dominique Aubert. Cette opacité, vous voyez, en fonction du redshift, déjà WMAP l'avait mesurée, elle était avec WMAP très élevée, et puis Planck, en fonction du temps, il l'a réduite. Comment on peut la mesurer, cette interaction entre photons et électrons? On sait qu'ils interagissent à la fonction, à la section efficace Thomson, donc la probabilité Thomson. Et normalement, ici, vous avez l'évolution en fonction du temps, le Big Bang est ici. Dans toute cette partie-là, après la dernière surface de diffusion, l'univers était neutre, s'était recombiné, donc il n'y avait aucun électron. Puis tout d'un coup, il se rayonnise, parce qu'il y a des galaxies jeunes qui forment des étoiles et qui rayonisent l'univers. Et selon le redshift de rayonisation, on peut avoir beaucoup plus d'électrons ou pas beaucoup. Ces électrons diminuent ensuite par l'expansion de l'univers. Donc si on rayonise tard, on va avoir très peu d'interactions avec les électrons. Si on rayonise tôt, beaucoup plus. D'où cette redshift, quand va arriver la rayonisation. Et on voyait qu'au début de Planck, on avait une rayonisation très tôt, donc beaucoup d'interactions avec les électrons. Et ça ne marchait pas du tout avec le nombre de galaxies en fonction du redshift qu'on avait mesuré avec le HST, le Hubble Telescope. On a ce nombre de galaxies, et il aurait fallu beaucoup plus de galaxies pour rayoniser l'univers plus tôt, ce qu'on n'a pas jamais trouvé. Donc finalement, on est content d'avoir réduit cette interaction, cette épaisseur optique d'interaction entre photons et électrons, car on arrive à réconcilier le nombre de galaxies que l'on voit avec le télescope Hubble, et puis la rayonisation qui est plus tardive. Donc c'est plutôt, elle finit à z égale 6 et non pas plus tôt. Alors que fait cette recalibration? En fait, c'est un petit effet, malheureusement. Lorsqu'on voit dans le diagramme oméga sigma 8, là, ce phénomène de Planck qui est trop haut, on fait un zoom de ces deux diagrammes. On voit le jaune là est un petit peu étiré, hein, puisqu'on a étiré l'échelle en sigma 8. Et on voit qu'on est passé de là à là, donc finalement, on a un petit peu modifié, ça va dans le bon sens, en recalculant 0,05 pour l'épaisseur optique, mais on n'a pas résolu le problème du tout. Donc le problème reste entier, on a toujours ce problème. Alors ces contraintes récentes, que ce soit
récemment, Hildebrand et al. Ont publié des amas mesurés avec le survey KIDS. KIDS, ça veut dire kilodegrés survey. Ils ont mesuré sur 450 degrés un grand nombre d'amas de galaxies, de structures. De même que l'anti-âge faible, c'est-à-dire le cisaillement cosmique, fait avec le télescope CFH, on l'appelle ce programme CFH TELENS, et qui permet d'avoir l'énergie noire, là, W0 et S8. Alors S8, c'est un paramètre qui est voisin de sigma 8. Il suffit de mesurer par le racine carré d'oméga sur 0,3. Oméga est très voisin de 0,3. Et donc on voit que dans ce diagramme, on a toujours la boîte d'erreur de Planck qui est toujours bien au-delà de tout ce que les autres mesurent. Donc ça reste, on est vraiment en dehors et il y a quelque chose d'incompatible. Pourtant, les autres traceurs progressent beaucoup. On a par exemple le traceur des oscillations baryoniques acoustiques. Vous savez qu'il s'agit des mêmes oscillations qu'il y avait dans la dernière surface de diffusion avec Planck, qui ont été gelées lorsque l'univers s'est recombiné et puis qui maintenant subissent l'expansion de l'univers. Donc on a espoir, avec cette règle standard, puisqu'on connaît la taille de la règle, de savoir en fonction du temps comment va accélérer l'expansion. Donc ça nous permet d'avoir oméga lambda, donc le paramètre d'expansion, d'accélération de l'expansion ici. Donc on voit que les barres d'erreur se resserrent, donc on devient de plus en plus précis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des problèmes, parce qu'auparavant on avait des barres d'erreur tellement grandes que tout était compatible. Maintenant on commence à avoir des incompatibilités. On a mesuré justement ces oscillations acoustiques à plus grand redshift avec les absorbants, Lyman alpha. On ne peut pas aller très très loin, mais en absorbant devant des quasars, ici on voit des dates forées Lyman alpha, on est arrivé à voir très facilement cette oscillation acoustique baryonique. Et on voit ainsi que l'accélération, en fonction du temps, on a décélération et puis une réaccélération de l'expansion. Donc ce paramètre Hubble ici, on va voir qu'on a des problèmes là aussi. Et on mesure le rayon de l'horizon sonore, qui est ces oscillations acoustiques. Donc le problème de la Géro, justement, c'en est un deuxième problème, en plus du sigma 8. Ici, on a les résultats de Planck 2018. La constante de Hubble, qui est mesurée, donc les barres d'erreur qui deviennent de plus en plus précises, donc ça se resserre. Et on voit qu'on a quelque chose qui est en dessous de 68, 67, etc. Alors que Riis et al., alors qu'est-ce que c'est que les travaux de Riis et al. Sont les travaux qui mesurent à la fois les supernovae, mais aussi les traceurs de densité comme les céphéides, indicateurs de densité, céphéides, étoiles variables, relations de Tully-Fisher, etc., qui sont basés sur l'astrophysique. Donc il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas une vingtaine de paramètres cachés derrière qui pourraient être variés. Ici, c'est directement. Donc on a plutôt tendance à croire que ce qui a raison, c'est l'astrophysique, à moins qu'on soit dans un trou d'univers très spécial et que la constante de Hubble soit différente ailleurs, mais ça ne semble pas être le cas puisque Riis et al. Monte très loin. Il remonte à z égale 1 et on est bien au-delà de la bulle auquel nous sommes, de notre groupe local. Donc là, on a un problème sur cette échelle de distance. Ici, elle est symbolisée ici. On a plusieurs indicateurs de distance. Au départ, on avait des parallaxes, maintenant on est passé au-delà. On a des céphéides. Les céphéides sont des étoiles variables dont la période est proportionnelle à la luminosité intrinsèque. Même chose pour les étoiles variables à Lyrae. Le Tully-Fisher, c'est une relation qui relie la vitesse à la magnitude des galaxies. Donc la vitesse ne dépend pas de la distance. La magnitude, ça nous donne la magnitude intrinsèque et on en déduit la distance. Les régions H2 aussi, la plus grande région H2 est toujours à peu près la même taille, ainsi de suite. Les supernovae de type 1A qui sont des chandelles standards. Donc vous voyez un petit peu le défi maintenant. On a 67,8 d'un côté et 73,48 de l'autre. C'est un désaccord à 3,7 sigma. Donc on commence à comprendre qu'il y a un problème de raccord entre ce qu'on mesure à la dernière surface de diffusion, puisque H0 Planck mesure ici, et ce qui est mesuré ici. Il faudrait le raccorder, c'est ce problème-là. Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'horizon. On l'a supposé qu'il était connu. Enfin, elle est connue, elle est de plus en plus précise. Elle est de l'ordre de 140 mégaparsecs, soit 400 millions d'années-lumière. Mais elle pourrait être peut-être un petit peu plus précise. Et en tout cas, il faut faire un saut ici. Là, on a tous les indicateurs
qu'on a mesurées, même les BAO, qui sont les règles standards ici, et est-ce qu'on peut faire le saut de tous ces redshifts? Alors, c'est intéressant de voir en fonction du temps comment cela a évolué. À partir de l'an 2000, évidemment, avant, au 19e siècle, on s'était battu pour que la constante de Hubble était entre 50 et 100. On voit bien que là, on a quand même bien progressé. Mais en l'an 2000, il y avait un key project ici de Rees et al., justement, de Wendy Freeman et d'autres, qui, avec le Hubble, ont mesuré toutes les céphéides. On voit en fonction du temps que la précision s'est bien améliorée, mais maintenant, il converge vers une valeur qui est vraiment 73, alors que le CMB, enfin le Fonds cosmologique, lui, avec WMAP, avait aussi des erreurs. Pour l'instant, là, on ne voyait rien, on ne voyait pas le problème. Mais là, maintenant, ça commence à se converger vers des valeurs vraiment différentes, et ici, 68. D'où le problème, comment va-t-on faire? Alors, il y a d'autres indicateurs, par exemple, j'en mets un ici, qui sont dus à la radioastronomie. Vous avez ici un maser autour d'un noyau actif de galaxies, un disque d'accrétion. Ici, on a un AGN qui envoie son jet. Et le maser a un grand avantage, c'est que, par exemple, maser H2O, c'est une émission cohérente. Donc, on a comme un laser ici, là, une émission cohérente, donc très puissante, et ça permet d'avoir une force de signal énorme qui permet de faire de l'interférométrie à très longue base, VLBI, et donc de regarder très loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la vitesse, les mouvements propres du maser H2O ici, des molécules H2O, et puis on a la vitesse Doppler, et on en déduit la distance, mais alors vraiment sans aucun biais. C'est une mesure géométrique complètement, elle sera précise, mais elle est tout à fait exacte. Alors dans le futur, on aura beaucoup de traceurs, justement, avec SKA. On aura Euclid, dont j'ai parlé, on aura aussi SKA. Je voulais faire une parenthèse ici pour dire que bientôt, entre 2021 et 2030, on va avoir d'énormes missions, Euclid, SKA, LSST, qui vont nous donner une énorme précision et peut-être faire beaucoup plus de progrès dans cette énergie noire. Par exemple, ici, W0WA, voici une prospective, ce n'est pas encore de résultat, c'est prospective, sur le fameux rapport gamma qui est le rapport de croissance des structures. Et vous voyez que SKA aura une barre d'erreur très très petite par rapport à Euclid ou SKA1, donc on aura énormément de progrès dans la décennie qui vient. Ici aussi, par exemple, pour Euclid, on va avoir un nombre d'amas en fonction du redshift qui va être très grand de façon optique ici, dans cette région-là, mais les amas vus en radio ou en ray H1 21 cm seront à plus grand redshift. Donc ça va être très complémentaire et on va pouvoir faire un progrès énorme dans la prochaine décennie. Donc cette parenthèse étant terminée, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? En tout cas, donc là, dans les mesures de distorsion espace redshift, on en a déjà parlé, on a dans l'espace direct, si on a un collapse d'une structure, ça va amener à réduire cette structure dans ce sens-là. Donc on va pouvoir mesurer le biais et puis la contraste des galaxies. Et puis il va falloir corriger quand même de cet effet non linéaire, très très non linéaire, qui est dû à l'existence d'un amas de galaxies au centre, qui est un cœur complètement virialisé. Et ça, c'est plutôt gênant dans ce qui nous concerne, puisque c'est complètement non linéaire, biaisé par des tas d'effets baryoniques qui ne nous intéressent pas pour ces paramètres cosmologiques. Donc vous voyez, dans l'espace direct, on a ceci. Et puis comme la virialisation a créé des tas de vitesses, on a les doigts de Dieu ici, qui sont juste le fait qu'on attribue une distance à une vitesse alors qu'on ne le devrait pas. Donc voici la mesure qui a été faite avec le survey 2DF. Alors comment on le sépare, ces doigts de Dieu? C'est qu'on a une composante monopolaire et quadrupolaire, xi0 et xi2, et on voit bien qu'à petite échelle, donc à petit rayon, on a un effet négatif ici, et ça c'est les doigts de Dieu ici. Et puis ce qui nous intéresse, c'est les vitesses ici. On peut les mesurer et elles sont distinctes des deux. Donc on arrive à défaire des perturbations du signal vrai qu'on veut mesurer. Donc ça, c'était une première mesure déjà en 2001. Aujourd'hui, ce qu'on fait, alors j'ai repris un résultat récent de Vipers, qui est un survey fait avec Vimos au VLT. Vous voyez ici le taux de croissance multiplié par sigma 8 des galaxies. En noir, vous avez la courbe à laquelle on s'attend avec la loi
d'Einstein de relativité générale, mais on a quand même des barres d'erreur encore assez grandes, et je n'ai pas tracé ici, mais un modèle de gravité modifiée passe encore par les points. Donc on n'arrive pas à distinguer entre relativité générale et gravité modifiée, mais dans le futur, donc avec tous ces instruments, SKA, Euclid, WFIRST, vous voyez un peu l'erreur qu'on aura sur le gamma, qui va être beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc on va pouvoir, dans la décennie, alors ce qu'on peut faire déjà, et on le voit ici, c'est assez intéressant, c'est que si on prend que les galaxies bleues, c'est-à-dire les galaxies qui sont des spirales, qui forment des étoiles, elles ne sont pas au centre des amas, et on voit beaucoup moins de doigts de Dieu que pour les galaxies rouges, les elliptiques et les galaxies d'early type. On avait bien vu qu'il y avait une ségrégation morphologique. Les galaxies rouges sont au centre de l'amas, et on le voit bien avec cette mesure des effets distance redshift. Donc, en prenant en compte ces effets distance redshift, donc c'est RSD, ici est le monopôle et le quadrupôle de RSD, on voit que, alors ici, quels étaient les traceurs? Ici, c'était les lentilles gravitationnelles, le cisaillement cosmique. Ici, c'était lentilles galaxie-galaxie, donc les corrélations deux points des galaxies. Et puis, le RSD est ici en marron. Et puis Planck, on voit qu'il n'y a aucun problème, on a toujours un gros problème de concilier Planck avec, il y a toujours beaucoup trop d'amas, le sigma 8 est toujours trop grand. Alors on essaie de faire varier la masse des neutrinos. Alors on voit les pointillés, c'est le modèle standard, lambda CDM, avec les neutrinos, c'est ce que vous avez ici. Toujours aucun chevauchement de tous ces diagrammes, ici avec l'énergie noire, donc pareil, ce qu'on avait dit au début. Faire varier ces deux paramètres n'arrange rien. Par contre, est-ce que si on fait varier la gravité modifiée, par exemple F de R, quand on modifie le Ricci dans l'équation d'Einstein, F normalement R est une constante, on va le faire varier. Alors ici, on voit que ça marche un petit peu mieux. Alors, évidemment, ça dépend beaucoup de la façon. Il y a énormément de modèles de gravité modifiés, il y en a 36 ou 37. Il y a souvent un champ scalaire qu'on rajoute, une cinquième force, etc. On voit que ça marche peut-être un peu mieux, ça va dans la bonne direction, bien que, encore aujourd'hui, la relativité générale a toujours le meilleur fit. Donc, ce qui est bizarre, c'est que maintenant on commence à séparer les auteurs. Ici, c'était avec CFHT Lens, par contre, avec le survey gamma, qui est un autre survey de galaxies, qui a été fait ici avec Van Nuitert et al. Il semblerait que ce survey de galaxies-là soit moins catégorique quant à l'incompatibilité entre les traceurs. Donc ici, on voit une autre façon de montrer S8 avec toutes les traceurs ici. Donc peut-être qu'on n'a pas dit notre dernier mot, en changeant de traceur, on arriverait peut-être à faire mieux. En tout cas, les auteurs ont commencé à essayer de contraindre ces modèles de gravité modifiée. Donc voici, lorsqu'on modifie le Ricci, justement, dans l'équation d'Einstein, vous avez la dérivée df sur dr qui va être f, qui normalement est 0. Donc on arrive à trouver certains modèles qui marcheraient avec les observations actuelles et puis les contraindre, en tout cas, sur leurs paramètres libres, parce qu'il y a évidemment pas mal de paramètres libres, donc une cinquième force. Alors il y a une autre contrainte ici que je vais décrire dans cette dernière partie ici, c'est le redshift gravitationnel. C'est quelque chose qui est assez récent. On ne pensait pas que ce soit possible de le mesurer. Et il vient du fait que lorsque vous avez un potentiel assez profond, on sait que, ça c'est un phénomène de relativité générale pure, le temps ne va pas à la même vitesse au centre du potentiel, et on a un redshift gravitationnel qui est très très faible. On ne pensait pas que ce soit possible de le mesurer. Pour un amas de 10 puissance 14, vous avez 10 km par seconde entre le fond du puits et puis les galaxies au bord. Donc on s'attend à trouver un redshift qui n'est pas un mouvement Doppler. Le problème, c'est que les vitesses Doppler des galaxies dans la masse sont 100 fois supérieures à ceci. Donc comment va-t-on pouvoir le mesurer? C'est un défi qu'a relevé Wojtak et al., assez naïvement d'ailleurs, on va voir. Et ils ont dit, bon, on a 125 000 galaxies avec 7 000 ou 8 000 amas, on va les empiler les uns sur les autres, et tous les problèmes
d'irrégularités, parce que les amas ne sont pas à l'équilibre, il y a des sous-amas, il y a des élongations, etc. Mais lorsqu'on vous en empile 8000, ça va en moyenne devenir sphérique. Donc on va peut-être éliminer toutes les sous-structures, etc. Et on va avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Et ils l'ont fait en effet. Alors on voit la vitesse sur la ligne de visée, et on commence à voir une asymétrie. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais le bleu ici est plus haut que le rouge. Donc on a plus de galaxies qui ont une vitesse plus bleue que rouge. Alors que si vous empilez 8000 amas, vous devez avoir une symétrie parfaite. Donc ils ont mis en évidence qu'ils avaient détecté un effet, grande surprise d'ailleurs de la communauté. Est-ce possible de mesurer un tel effet? Eh bien voici cet effet mis en fonction du rayon. Alors pourquoi il y a un effet? C'est qu'ils mesurent des galaxies qui sont très brillantes au centre. Ils savent qu'elles sont au centre de l'amas parce que ce sont des galaxies qu'on appelle les galaxies les plus brillantes de l'amas. Ce sont des galaxies cannibales, on en a parlé, il y a des galaxies énormes qui sont au centre, qui avalent toutes les autres galaxies. Donc on sait qu'on a des galaxies brillantes au centre et puis des galaxies plus faibles de brillance au bord. On peut les distinguer et savoir justement la différence bord et centre. Donc voici, en fonction du centre et du bord, ce qu'ils ont mesuré. Et en effet, on a un redshift gravitationnel. Alors les points de mesure sont très dispersés. Ce à quoi on s'attend avec la relativité générale est en rouge. Et puis des modèles de gravité modifiés. Et il conclut, un petit peu trop rapidement d'ailleurs, finalement, on a éliminé celui-ci. Celui-ci, c'est un modèle tenseur vectoriel qui était le modèle covariant qui avait été calculé par Wittgenstein pour rendre compte des lentilles gravitationnelles avec la gravité modifiée monde. Alors, grand témoin dans les supporters de monde, et en fait, ils sont un petit peu allés trop vite, puisque ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont pris un modèle de galaxie. Il faut avoir la distribution radiale des galaxies. Ils ont pris un modèle dans lequel le modèle était le même pour toutes les gravités, c'est-à-dire c'était le modèle lambda-CDM avec le Navarro-Franken-White de distribution radiale. Alors évidemment, si vous avez une gravité modifiée, la masse sera biréalisée dans une autre gravité et n'aura pas le profil Navarro-Franken-White dans le CDM. Donc si vous prenez en compte le profil différent qu'il y a dans la gravité modifiée, eh bien, toutes les gravités modifiées rentrent dans les barres d'erreur. Donc c'était un petit peu aller trop vite, donc aucun modèle n'est exclu lorsqu'on prend en compte la différence de distribution radiale, évidemment. Et puis il y a aussi d'autres effets, et c'est pourquoi ils sont allés peut-être un peu vite. Il y a beaucoup d'autres effets qui se rajoutent au redshift gravitationnel, qui sont par exemple le Doppler transverse, qui est un effet aussi de relativité restreinte. Alors là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Est-ce qu'on a mesuré cet effet de redshift gravitationnel pour beaucoup de structures? Eh bien, pas tellement. Jusqu'à l'an dernier, on avait mesuré ça sur la Terre, évidemment, le Soleil, le système solaire, et puis certaines étoiles proches, comme Sirius, où on a pu mesurer le redshift gravitationnel. Et vous voyez, en parsec, c'était très petit, 10-10. Récemment, en 2018, on l'a mesuré avec l'interféromètre gravité infrarouge, près du trou noir de notre Voie lactée, donc c'est une échelle plus grande. Et puis, on va le voir d'ailleurs dans le slide suivant, et puis ce fameux travail sur les amas de galaxies, mais on va voir que la barre d'erreur est très grande et peut-être qu'ils ne l'ont pas vraiment mesuré, ou ils ont mesuré l'effet Doppler transverse. Alors ici, pour le trou noir de la Voie lactée, ce redshift gravitationnel, il est bien mesuré parce que vous avez autour du trou noir, vous avez une étoile qu'on appelle S2, qui est l'étoile la plus proche du trou noir. Le trou noir est là. L'orbite est keplérienne, mais elle est très allongée. Et lorsqu'il y a une période de 26 ans, donc l'an dernier, on est arrivé au péricentre, elle va très très vite au péricentre, on a ces vitesses-là, elle inverse sa vitesse évidemment par rapport à nous, et on a mesuré les vitesses par rapport à l'orbite keplérienne. Vous voyez que le redshift gravitationnel mélangé au Doppler relativiste transverse, on n'a pas pu distinguer les deux, sont nettement détectés. Mais c'est un mélange de deux. Alors pour les amas de galaxies, ça va être aussi un mélange de deux. Alors voilà un petit peu ce qu'on mesure. On a par exemple un observateur ici. On a une ligne de visée et on a un amas de galaxies, c'est-à-dire un puits de potentiel. Au bas du puits de potentiel, vous avez une galaxie brillante, B, pour brillante, qui est la galaxie principale de l'amas. Et puis vous avez des galaxies faibles, là, F pour faible, avec des vitesses qui ont V1, V2, par exemple symétriques D1, D2. Et puis si vous avez un redshift gravitationnel, B, il aura beaucoup plus que les deux F1, F2, donc un beau
redshift plus grand ici que là. Et vous voyez que finalement, il faut prendre en compte ce fait-là, c'est que vous mesurez un redshift, vous avez oublié de le corriger du redshift gravitationnel, vous n'avez pas forcément les deux galaxies symétriques F1 et F2, puisque vous avez cru qu'il n'y avait pas de redshift ici. Donc il faut corriger tous ces effets. Et puis aussi prendre en compte l'effet Doppler transverse. Il faut prendre en compte aussi les effets d'évolution, parce que là, quand on est à 10 mégaparsecs, les galaxies lointaines n'ont pas le même degré d'évolution que les galaxies proches, ça compte, à 1 mégaparsec. Et puis peut-être aussi prendre un effet de bibbing relativiste. Ça paraît un peu, pour une vitesse d'étoile qui fait 1000 km par seconde, puisque les galaxies dans un amas font 1000 km par seconde. On a parlé de bimming relativiste la semaine dernière avec des jets radio qui émettaient un synchrotron, mais c'était des électrons relativistes, donc c'était un effet énorme. Mais là, c'est très très petit. Mais tout de même, puisqu'on est en train de mesurer des tout petits effets, ça peut jouer. Alors voici ce qui a été mesuré récemment par Zhou et al. Pour savoir, alors l'effet Doppler transverse, il dépend des vitesses et de la distribution des galaxies, donc ils ont fait une simulation, et vu que l'effet Doppler transverse, il avait un signe opposé à l'effet de redshift gravitationnel. L'effet de redshift gravitationnel sur cette structure, c'est les contours, et ici, ça va dans l'autre sens, c'est plus petit, donc il y a quand même un espoir de détecter le redshift gravitationnel, mais il faudra le soustraire de tous ces effets-là. Donc pour l'instant, on a essayé de détecter sur 272 galaxies, ça n'est pas arrivé. Il faut aller jusqu'à 100 000 galaxies, donc c'est en cours. Et sans doute, on aura des diagnostics beaucoup plus fins. Alors par exemple, il y a un test qui a été fait même juste avant, en 2010, sur un test qui compile un peu le diagnostic de la lentille gravitationnelle, galaxie et masse totale de l'amas, ou bien alors galaxie-galaxie, avec les RSD, c'est-à-dire le bêta aussi, la croissance des structures. Et vous voyez que, en fonction du rayon, on a des diagnostics qui sont encore très très bruyants et qui n'arrivent pas à distinguer entre les différents modèles de gravité modifiés. Alors par contre, récemment, Tamozunas et al. Ont essayé de tester sur les amas, une cinquantaine d'amas, l'amas de Coma et une cinquantaine d'amas, sur la distribution radiale des rayons X, ou bien le shear gravitationnel, ou bien la distribution des masses des deux modèles. Ils ont pris la gravité émergente. Alors je vais décrire en quelques minutes, 5 minutes, ce que c'est que cette gravité comme exemple, mais c'est assez intéressant de voir que dans ces amas, bon, il y a un petit peu dans le bruit des petites discordances, mais ce n'est pas complètement exclu. Alors cette gravité émergente, à mon avis, c'est une des nombreuses gravités modifiées, et c'est une idée qui est relativement révolutionnaire, je dirais, parce qu'elle n'ajoute pas un champ scalaire et une cinquième force, mais elle change complètement la nature de la gravité. C'est-à-dire que la gravité, ce n'est plus une force fondamentale, c'est presque plus une déformation de l'espace, mais c'est vraiment une force émergente, c'est-à-dire une résultante de phénomènes qui résultent de plein de degrés de liberté au niveau quantique microscopique, et qui arrive à faire une force à grande échelle. Par exemple, on a l'habitude de ce phénomène. Lorsque vous avez un gaz dans une pièce, vous avez des tas de molécules qui ont un mouvement brownien, mais vous avez ensuite à grande échelle une température et des forces de pression. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qu'il y a à petite échelle, mais c'est une force émergente. Donc c'est un petit peu ce qu'il prend là, et l'avantage, c'est que cela relie la gravité à la mécanique quantique, ce qu'on essaie de faire depuis près d'un siècle maintenant. Donc il se sert de beaucoup d'avancées qui sont déjà acquises, par exemple l'entropie et la thermodynamique autour des trous noirs. Aussi, ici, vous avez un horizon de trous noirs. On sait que toute l'information du trou noir, elle peut être retrouvée sur sa surface. En d'autres termes, il n'y a pas une infinité d'informations. Elle n'est pas à 3 dimensions, l'information, elle ne serait qu'à 2 dimensions. Et on a des quantums d'informations, et l'entropie est proportionnelle à la surface. Le quantum, il s'agit du quantum de Planck, la taille de Planck qui est 10,35 mètres, et la plus petite quantité où vous pouvez avoir de l'information. On ne peut pas aller plus bas parce qu'il faudrait un rayon lumineux qui serait tellement énergique qu'il serait son propre trou noir. Donc il y a une limite inférieure en mécanique quantique à la plus petite information que vous pouvez avoir. C'est pourquoi on a une limitation de l'information. Il se sert aussi de l'équivalence température-accélération et de la théorie holographique qui est un petit peu liée à ça. Donc j'ai fait un petit peu une analogie avec le mouvement brownien et puis les forces de pression
que l'on a à grande échelle. Lorsque les physiciens ont mesuré les forces de pression et les températures, ils ne connaissaient pas l'état des atomes et des molécules, donc c'est un petit peu la même chose. On n'a pas besoin de connaître tous les processus microscopiques pour avoir une idée de la force de gravité qui est émergente à grande échelle. Mais ce n'est pas une force réelle, si vous voulez. Donc, dans le modèle de Verlinde, ici, on a un espace de Sitter qui a donc une constante lambda, et donc une expansion accélérée, et le lambda vaut déjà 0,95, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière noire. Le lambda est dû à une intrication quantique à grande échelle, de phénomènes à petite échelle qui s'intriquent et qui sont enchevêtrés, si vous voulez. Et c'est ça qui va créer cette expansion et qui va modifier l'espace et qui va créer une force émergente de gravité. Par contre, la matière noire, c'est juste une conséquence, un phénomène apparent qui est une conséquence de l'introduction de la matière baryonique dans l'espace qui est en expansion accélérée. Il peut même déduire la quantité de matière dark matter ici équivalente, et elle est à peu près 4 tiers d'oméga B, ce qui fait à peu près ce qu'on observe en effet. Alors cette intrication quantique, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène simple qui est, enfin simple, et pas intuitif, mais qui est vérifié tous les jours lorsqu'on a deux systèmes A et B qui interagissent. Ils sont décrits en mécanique quantique par une fonction d'onde globale. Cette fonction, elle ne peut pas être séparée, la fonction A et la fonction B. Et donc lorsque les systèmes se séparent, ils sont toujours liés, intriqués, enchevêtrés, si vous voulez. Et on a pu mesurer, ce qui est totalement contre-intuitif, que si on fait une mesure, vous savez qu'en mécanique quantique, la mesure réduit le paquet d'ondes et modifie le système. Donc si on fait une mesure en A, eh bien en B, on détruit immédiatement aussi le paquet d'ondes et le système est connu en B. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que l'information circule à une vitesse bien plus grande que la vitesse de la lumière, puisque c'est immédiat et on l'a mesuré sur 100 km. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, même si on a des difficultés à l'accepter, vu que c'est un peu contre-intuitif. Mais dans cette théorie, Verlinde se sert de ça, de cette intrication, et peut montrer que cet espace en fait, est créé et l'accélération de l'expansion est une conséquence de cette entropie d'intrication qui a des états excités, et donc la termination de ces états excités prend du temps et crée cette expansion accélérée. Alors, ce sont des idées qui sont en l'air, puisque déjà, ceux qui travaillent sur la gravité quantique avaient déjà imaginé qu'en effet, la géométrie de l'espace-temps dépendait de ce niveau microscopique quantique. Alors, lui, il suppose que vous avez plusieurs sortes d'intrication. Vous avez l'intrication des particules avec l'horizon de l'univers, de Sitter, ou alors des particules entre elles. Tout cela est possible. Et puis, on a quand même l'intérêt aussi, c'est qu'on a une relation qui relie A0. Alors, il se sert aussi de cette fameuse A0 qu'avait trouvée Milgrom dans sa théorie phénoménologique monde, qui avait remarqué qu'en dessous d'une certaine accélération A0, il fallait changer la loi de la gravité, donc en champ faible. Au lieu d'une loi en 1 sur R2, vous avez une loi en 1 sur R. Et ce A0, par hasard, pour monde, se trouvait égal à CH0. C'était une coïncidence. Ici, on le trouve, nous disons, il y a une justification derrière. Ce serait justement dû à cette intrication quantique qui s'attend à ce que A0 soit égal à ceci. Donc si on applique cette énergie-là et qu'on étudie cette élasticité de l'espace-temps, si vous incluez un peu de matière dans cet espace en expansion, vous avez un phénomène équivalent, c'est-à-dire que vous avez une entropie de surface qui va créer une matière noire, et dans le cas où l'entropie de la matière tombe en dessous de l'entropie, c'est-à-dire qu'il y a un seuil de densité surfacique qui est de l'ordre de 150 masses solaires par parsec carré, qui est celui qu'avait trouvé déjà Monde de façon phénoménologique, mais qui revient à expliquer pourquoi vous avez quelque chose qui varie comme ça. Alors les premiers tests de cette théorie, avec des lentilles gravitationnelles, donc faisant intervenir les deux potentiels phi et psi, sont trouvés être passés pas mal. Ici, vous avez Brouwer et al. Qui ont fait plusieurs systèmes de galaxies et de groupes de galaxies. Et vous voyez en rouge le lambda CDM et en bleu la gravité émergente. Donc ça a l'air de passer ce test-là, ce qui est assez rassurant. Mais aussi, un avantage sur Monde, c'est que Monde a un grand problème de gravité qui n'est pas... Enfin, la matière noire n'est pas assez forte. Le boost de matière noire n'est pas assez fort dans les amas. Il y a un gros problème dans les amas. Et ce modèle-là ne l'a pas. C'est-à-dire qu'il y a une gravité qui est 2 à 3 fois supérieure
due à la matière noire équivalente dans les amas. Ce qui fait que Ettori et al., par exemple, ont essayé de faire un test sur les amas, et ce test a été passé aussi. Vous voyez, en bleu et rouge, bon, à part quelques petites modifications à faire, il est possible qu'on n'ait pas besoin non plus de matière noire dans ces amas. Donc c'est prometteur, mais vous voyez que tous les tests et diagnostics cosmologiques qu'on peut faire avec les amas vont nous servir à tester un peu ces paramètres cosmologiques. Donc en résumé, les amas sont très précieux car ce sont des bouées qui nous indiquent où est la matière et tester les potentiels gravitationnels pour savoir si la gravité est la bonne. Vous voyez ici des premiers tests pour savoir pourquoi Planck était en dehors. Alors ici, c'est la masse des neutrinos qui varie, l'énergie noire, ou même ce que j'en ai pas parlé, mais la courbure. Hein, on voit que ça ne marche pas du tout. Donc on n'a pas avec les paramètres ordinaires, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc peut-être une gravité modifiée. Et en tout cas, certaines gravités sont assez prometteuses. Donc je m'arrêterai là. Merci.